une fille de Paris a gueulé vers le ciel et laissé sa jeunesse dans un bagne pourri. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. Femme, si vous luttez, saluez Louise Michel, et si vous ne luttez pas, saluez-la aussi. En libertaire absolu, sans attache et sans grade, j'ai bataillé sur tous les fronts, contre tous les abus d'un régime coercitif et ses lois liberticides. Si le néo-malthusianisme, auquel je suis rallié depuis les premières années de ce siècle qui se termine, a charpenté ma pensée, si j'ai, bien avant que cela devienne officiel, revendiqué pour la femme la liberté d'être mère à son gré, si j'ai tenu pour nécessaire une réglementation raisonnable des naissances dans le monde, j'ai aussi agrandi mon action en greffant sur ce problème essentiel socio-démographique des idéologies tendant au progrès social humain qui serait tout de même moins illusoire. À la base, il y a ces théories démographiques de Malthus, mais quant au procédé, il s'agit donc de répandre la contraception, les méthodes contraceptives, il s'agit de permettre aux gens de se procurer les produits en question, il s'agit de les éduquer pour qu'ils sachent les utiliser, il s'agit de leur donner conscience également de leur intérêt à y avoir recours, dans le but donc essentiellement de limiter leur natalité, mais la base est essentiellement donc malthusienne et de cette histoire d'équilibre entre population et subsistance, de ne pas faire, si vous voulez, que la population soit réduite par la guerre, par la famine, mais qu'elle soit réduite volontairement grâce à l'emploi de procédés donc anticonceptionnels. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. J'ai toujours fait de la propagande antimilitariste parce que je hais la guerre. Et s'il n'y avait pas d'armée, il n'y aurait pas de guerre. Écoutez, jeunes camarades qui venez d'avoir vos 20 ans, refusez-vous aux mascarades, n'allez pas à vos régiments, car il vaut beaucoup mieux en somme être insoumis au règlement que soutenir les gouvernants contre la révolte de l'homme. Mais Picret nous reçoit dans le local du journal Le Réfractaire à Paris. Eh bien, je m'occupe des objecteurs, des insoumis, parfois même des déserteurs. Et ces jeunes, alors justement, est-ce que leur avenir est bouché? Il est bouché économiquement. Plus qu'avant ou moins qu'avant? Plus qu'avant, bien sûr, à cause de ce chômage. Ils sont dégoûtés avant d'avoir commencé à se battre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que vous leur faites confiance pour... Je leur fais confiance, je les regonfle. Chaque fois que j'en ai entre les pattes, je le regonfle. Je lui dis, il ne faut pas baisser les bras, il faut que tu luttes, il faut absolument que tu t'en sortes. Ça, c'est votre société, c'est vous qui devez la faire. Hein? Nous, on a fait notre société, elle était moche, on a fait des erreurs, etc. Mais c'est à vous de la fiche par terre et c'est à vous de la reconstruire. Alors, c'est pas en restant assis sur votre derrière, les mains dans les poches, que vous arriverez à faire quelque chose.
Voilà. Alors, si vous avez une petite rougeur au niveau de ce bras, Ouais. C'est normal. pendant 2 ou 3 jours, c'est tout à fait normal. Ok. Ça peut arriver. Et puis vous aurez donc un rappel à faire dans 10 ans. Mais il faut les faire, c'est important. Oui, Au je guichet, sais. on va vous donner un petit carnet. Quelque chose pour... Il vous a dit quoi, le médecin? Rien. Vous Il a dit qu'il revient. Vous avez fait les radios? Non, pas du tout. C'est pas cassé parce que hier je le bougeais. Vous avez un moteur, apparemment. Tout à fait, oui. Donc, moteur, vous êtes tatoué aussi? Tatoué? Oui. Non, pas du tout. Ah. Pourquoi? Pour vous, Parce que le les motards, tatouage, bon, ça va avec la moto? Bah oui, bah... Bah on ouais. dit, je suis j'en tatoué, connais- je suis motard. Je connais beaucoup qui sont pas tatoués. Vous êtes motard, vous? Ah non, pas du tout. Non. Vous êtes tatoué? Pas, non plus. Parce que je connais des tatoués qui sont pas motards. Ah oui, tu sais. Mais normalement, le tatouage, ça marche toujours avec un Harley, quoi. Bon, toujours. Souvent. C'est un façon. C'est de- vrai, souvent. Oui, tout à fait. souvent. Mais personnellement, non. J'attends de trouver le bon motif dans ma tête. Peut-être j'en ferai un petit un jour. Parce qu'il y avait beaucoup de tailleurs à Marseille. Beaucoup de tailleurs de confection, des tailleurs sur mesure, par milliers. Il y avait aussi des chemisières, il y avait des brodeuses, il y avait des casquetières, il y avait des casquetiers. Énormément de monde qui travaillait dans l'habillement chapellerie. Et le syndicat s'est donc constitué avec des jeunes. Nous étions tous des jeunes. Et très très vite, les effectifs ont monté. Il y avait vraiment un afflux d'adhérents extraordinaire. Et nous étions installés dans la vieille bourse du travail. Et au moment un petit peu avant le Front populaire, avant les élections du Front populaire, nous avons été assaillis par ce qu'on appelait des nervis, qui nous lançaient des pierres dans les carreaux et qui tiraient des coups de feu en l'air pour nous intimider. C'était vraiment la lutte violente qui existait à cette époque contre les organisations ouvrières qui s'exprimaient là à la manière marseillaise. Et nous avons tenu bon, naturellement. Et alors, quand il s'agissait de présenter au patron nos projets, naturellement, mon projet à moi, le projet de mon organisation, ne comportait qu'un seul barème pour les hommes et pour les femmes, puisque les salaires pour nous devaient correspondre au travail qui avait été explicité dans les classifications que nous avions essayé de mettre sur pied. Et alors, je me souviens de l'étonnement plus ou moins sincère des représentants des organisations patronales. Je me rappelle, c'est à la convention du caoutchouc. Quand ils ont vu que je n'avais qu'un barème de salaire, un seul et unique barème, ils ont paru étonnés, ils ont dit « mais c'est incomplet ce que vous nous présentez. Vous nous avez présenté le barème pour les hommes, mais pour les femmes, où est-ce qu'il est ?» Il n'y en a pas, il n'y en a qu'un barème unique qui correspond au travail qui est prévu dans les classifications. Alors, ils m'ont dit « alors là, ils étaient vraiment suffoqués. » Alors, je dis « pourquoi voulez-vous qu'il y ait le salaire différent ?» Alors, il y en a un qui représentait une très grosse entreprise, qui m'a fait cette merveilleuse réponse « les femmes mangent moins que les hommes ». À quoi je lui ai répondu « on voit bien, monsieur, vous ne m'avez jamais invité. » Alors, les femmes raccommodaient elles-mêmes leurs vêtements. Qu'est-ce qui vous empêche d'en faire autant? Non, mais c'était des arguments de ce genre qu'on nous opposait. Et alors, je dirais qu'heureusement que c'était une femme qui était là pour défendre ce point de vue, parce que nos collègues, soit de la CFTC, soit de la CGT qui étaient là, ma foi, ils n'osaient tout de même pas nous contredire, nos collègues masculins. Mais en fait, je ne sais pas s'ils auraient mis beaucoup d'ardeur à défendre le même point de vue s'il n'y avait pas une femme qui était là quand même. C'est quand même un grand problème de savoir pourquoi un mouvement d'émancipation comme le mouvement ouvrier n'a pas toujours donné aux femmes leur place, alors qu'il aurait dû le faire. Et que le premier socialisme, enfin on pense au saint-simonisme, on pense au fourierisme, le leur donnait. Il y avait, Saint-Simon disait, les deux exploités du monde, c'est le prolétaire et les femmes, les prolétaires et les femmes. Il ne faut pas oublier qu'en 1936, parmi les grèves notables, il y a la grève des grands magasins. Qui est une grève étonnante parce que les femmes sont là, elles occupent les grands magasins
de jour et de nuit. Et là, on les laisse occuper parce que comme elles sont entre femmes, on ne va pas les raconter des histoires de mœurs et tout ça. Et elles ont un rôle absolument déterminant. C'est une grève exemplaire, la grève des grands magasins. Alors, et on sait bien que dans les banques, peut-être un petit peu plus tard, mais déjà dans l'entre-deux-guerres, il y a eu des grèves dans les banques avec des femmes tout à fait militantes. Je suis entièrement convaincue, parce que nous voyons maintenant, et par sans doute ce qui va se passer dans les années qui viennent, que les femmes ont un avenir dans le syndicalisme et que le syndicalisme se renouvellera aussi en faisant appel aux femmes. Alors, Madame Maman, aujourd'hui, on fait un film sur vous, sur les mariniers. Ça vous plaît? Oui, monsieur, parce que mon jugement est peut-être drôle, ça va faire rire beaucoup de personnes. Plus ou moins, comme c'est un métier qui se quitte, qui s'en va, au moins et on restera dans une petite boîte pour montrer à notre descendance. Je suis née le 11 juillet 1936. Ma mère est née sur une péniche. Moi, je suis née sur une péniche. Mes enfants sont nés sur une péniche. Mes petites filles sont nées malheureusement à terre, mais c'est quand même des marinières. Alors, la cuisinière travaille ici dans la timonerie qui est en même temps marquise. Le métier de marinier, c'est la marquise. Alors, je suis une marquise, mais sans le château. Alors, qu'est-ce que vous avez comme instrument? Alors, ça, c'est le macaron pour conduire la péniche. Ça, c'est l'embrayage, accélération. Ça, c'est l'interphone. Alors, quand on cause avec le marinier ou la marinière, c'est-à-dire si je suis sur la poutre de la péniche, mon mari peut me causer. Alors, il me donne ses ordres que personne d'autre entende. Là, c'est le cornet. Quand mon mari avait quelque chose à faire, à laver la péniche ou plus ou moins aller voir son moteur ou n'importe, là, automatiquement, je conduisais la péniche. Et quand nous étions dans les ports maritimes, mon mari était parti au bureau d'affrètement n'importe, j'étais obligée de dépasser le bateau. Automatiquement, je le faisais avec ma fille ou avec mon garçon, s'ils étaient là. Ça m'est arrivé même le faire quand ils étaient bébés. Non, à la fois, vous faites la cuisine, vous vous occupez de vos enfants et vous faites la navigation. Exactement. Qu'est-ce qui vous a fait remarquer, Madame Maman? Ah bah ça c'est... Là c'est... Parce que je lui plaisais là. Réponds à la question. Bah, c'est pas une colle. Non, non. Bah...
En Allemagne, en Belgique, en Turquie, au Moyen-Orient, aux États-Unis, on a partagé un destin très difficile avec nos frères tchétchènes. Je crois que les femmes sont à la fois des victimes, mais les femmes ont toujours montré qu'elles étaient à la fois debout et qu'elles savaient s'organiser par tous les temps de guerre pour faire vivre les nations, pour faire vivre les populations. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, dans tous les temps de guerre, alors que les femmes en sont victimes, parce que précisément au niveau des viols, on sait que les femmes subissent beaucoup plus que les hommes, justement, les astreintes qui sont liées aux guerres et que les superpuissances effectivement favorisent. Donc sur ce plan-là, elles sont à la fois victimes, mais elles sont aussi des actrices dans la question justement des processus de résolution des conflits. En 1973, j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, j'ai connu les premiers bombardements israéliens. En 1978, c'était la première invasion israélienne et c'était la première exode. En 1982, c'était l'occupation israélienne de notre sud jusqu'à Beyrouth, notre capitale. En 1982, nous avons résisté. Et l'an 2000, nous sommes tous revenus chez nous et dans nos villages grâce à cette résistance. La première réunion électorale que j'ai faite, en somme, j'aurais pas dû la faire. J'ai été remplacé un camarade, homme. Je suis arrivé dans une petite dans un petit village où on attendait un homme. Et les hommes, ils attendaient. Ils viennent chercher le camarade et ils me disent « Mais où est le camarade un tel ?» Ben, j'ai dit « Le camarade un tel, il vient pas. » Mais alors, qu'est-ce qui fait la réunion? Ben, j'ai dit « C'est moi. » Alors, déconfit, enfin bref. On rentre dans la salle. C'était la salle de la mairie, tu sais, de la commune. Je m'installe. Et moi, j'ai toujours parlé sans une note, rien du tout. C'est ce qui les a trompés, d'ailleurs. Alors bon, la salle était pleine, comme d'habitude, puisque après la libération, les gens ayant été privés de vie politique pendant tant d'années, tout le monde venait. Enfin, je vais t'expliquer qu'il fallait quand même faire quelquefois rentrer les femmes qui restaient à la porte et que les hommes ne leur ouvraient pas la porte. Et c'était moi qui disais « Entrez, 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 mesdames ». Bon. Alors, la salle était... Je commence à parler. Tout d'un coup, plus de lumière. Mais aucune lumière. Panne complète de courant. Alors, je continue, comme je parle sans note. J'ai continué à faire la réunion. Alors, ils avaient tout prévu sauf ça, tu comprends? Alors, la lumière est revenue toute seule. Il y a eu comme ça, je ne me rappelle plus, toute une série d'incidents. Puis à la fin, bon, ben, il n'y avait plus d'incidents. Mais quand on est sorti de la réunion, qui avait été bien réussie, à la fin, ils avaient applaudi et tout, je vais pour remonter dans la voiture, les 4 pneus à plat. Alors je me suis tourné vers ces hommes, j'avais bien compris le truc, et c'était pas crevé, ils n'avaient pas crevé, ils avaient dégonflé. Ben, je leur ai dit, écoutez messieurs, vous avez dégonflé, ben maintenant gonflez. C'est extraordinaire, est-ce qu'on gonflait à la main à l'époque? Et ils ont regonflé les pneus d'auto et je suis reparti. Voilà ma première réunion. Tu vois, une manifestation vraiment, quoi. Ils ne voulaient pas d'une femme. Ils ont été absolument déroutés que ce soit une femme qui remplace un homme. Mais tu ne t'imagines pas l'irruption vraiment des femmes dans la vie politique à la Libération. Ça a été vraiment surprenant. Je me suis dit, il faut que je m'engage beaucoup plus. Et à 18 ans, j'ai décidé donc de m'engager dans un mouvement de maintien de la paix. Je me suis engagée dans une association comme Greenpeace. Ça passe par des actions comme dire non à l'arme nucléaire. Ça passe par des actions contre le désarmement qu'on a pu faire dans le passé. Voilà, on est allé s'interposer devant plein pour nous de coupables de ce mouvement de guerre international et pour moi c'était important. Dégage, terroriste! Dégage!
ici et là-bas, que nous devons lutter avec détermination et avec les moyens démocratiques et pacifiques qui sont les nôtres. Mais nous, Tunisiennes et Tunisiens, sommes debout. Vive la Tunisie! Nous sommes debout. Nous sommes debout. Décidés à réussir notre expérience démocratique. Quelles que soient les difficultés, et il y en a, nous résisterons. La Tunisie citoyenne, la Tunisie des manifestations de toutes ces dernières années contre l'obscurantisme, la Tunisie des sit-ins au Bardo, la Tunisie des hommes et des femmes rassemblés pour la liberté, cette Tunisie ne pliera pas. Debout.